révéler en quoi cette méga-bassine de Saint-Sauvant est des plus scandaleuses, et encore plus que toutes celles qu'on a vues, elle coche toutes les cases, et donc on vient alerter Groupama sur le fait qu'elle est partie active, partie prenante de ce scandale, dans l'optique, soyons fous, que dans le cadre d'une entreprise qui a une responsabilité sociétale et environnementale, elle puisse se désengager de ce projet abject. Il y a une présence policière qui vraisemblablement va être dimensionnée à mesure. Un des premiers scandales qui a été révélé au sujet de cette bassine par les gens qui travaillent un peu sur l'argumentaire, c'est les conflits d'intérêts manifestes, enfin le conflit d'intérêts manifeste. En fait, la première adjointe au maire, Madame Corbin, a signé à la place du maire un avis favorable pour le permis d'aménager de la bassine, alors même que son fils est propriétaire, ça c'est la nouvelle information, du terrain sur lequel ne va pas se construire la bassine, et un des raccordés à la bassine, un des 5 raccordés. Et donc par là même, Monsieur Corbin va augmenter et faire une très forte plus-value sur la valeur foncière de ces terres. En fait, les conflits d'intérêts, c'était le cas aussi partout, à Mauzé, à Épanne, à Prières. On les a déjà relevés, juste là, ça recommence et ça continue. Dans le secteur de Saint-Sauvant, on a aussi Lusignan. Et à Lusignan, qui est maire, c'est Monsieur Jean-Louis Ledeux qui pilote le projet de territoire pour la gestion de l'eau du bassin du Clin, qui siège également à l'agence de l'eau et qui est président de l'association des draineurs de France, car il a des entreprises de drainage et de travaux de terrassement pour l'agriculture. Voilà. Donc c'est bien de se dire que finalement ces projets sont des projets d'intérêt privé. En effet, cette bassine n'est à destination que de 5 exploitations, mais on y reviendra plus tard. Parce que tu as insisté sur Monsieur Ledeux, et là c'est vrai que là typiquement c'est Corbin, retenez bien ce nom. Mais en effet, tu parlais d'antécédents, il faut les expliciter, puisque le schéma de la construction des bassines et comment les choix ont été faits pour que les 6 premières bassines soient faites, c'est que systématiquement, il y a un porteur de projet localement qui est dans le conseil municipal et qui emmène les camarades dans le délire. Et donc, ces gens méritent qu'on ne les oublie pas. À Mauzé, il s'agit de Alain Maille, qui est à la fois premier adjoint et bénéficiaire de la première bassine. Il s'agit également de la famille Rabalan, dont papa était au conseil municipal, et fiston serait connecté à 2 bassines, à Mauzé et à Prières. Également que sur la bassine d'Épanne, c'est Monsieur Mousseau, qui est maintenant aujourd'hui président de la FNSEA à l'échelle régionale, et qui lors du moment où le choix de où on allait faire des bassines sur ce bassin versant, il était au conseil municipal. À Prières, celui qui est coupable de conflit d'intérêts, c'est Monsieur Bordevert. Et en fait, c'est le schéma systématique. Et un scandale dans le scandale, c'est le laisser-faire des autorités, c'est le laisser-faire de la préfecture, c'est la surmobilisation d'agents de police qui, là, sont en train de protéger des intérêts privés, alors que nous sommes sans aucune agressivité, on fait juste notre boulot de militants et d'alerte des citoyens et citoyennes. Mais puisqu'on parle de drôle d'oiseau, la transition est tout assurée, puisque un des éléments qui nous fait une nouvelle fois se mobiliser, c'est par rapport à cet oiseau qui était hyper commun dans nos plaines autrefois. Sur la bassine d'Épanne, on n'a pas réussi à empêcher les travaux alors qu'il y avait un enjeu outarde. Figurez-vous que la semaine suivant le démarrage des travaux, une outarde a été vue sur la parcelle qui aujourd'hui a été détruite. Donc, sur Saint-Sauvant, c'est particulièrement criant, puisque sachez que dans le cadre des MAEC, les mesures agro-environnementales qui sont contractualisées par certains paysans, le terrain de formation pour expliquer aux paysans ce qu'est une outarde et de connaître un peu son écologie et ses besoins, ça se fait à Saint-Sauvant. Saint-Sauvant, d'après le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, qui avait classifié les bassines en fonction des enjeux de la vie faune de plaine, c'est la bassine où les impacts risquent d'être les plus importants. Et ça se confirme quand on voit le résultat et les conséquences de la construction de Sainte-Soline. Rappelons-nous et rappelons ici que la COP de l'eau est hors la loi, et là encore la préfète Dubé est complice,
puisque dans la procédure, quand on est sur une zone où de l'outarde est présente, il y a une obligation légale à contacter et à recevoir l'aval du Conseil national de la protection de la nature pour obtenir d'éventuelles dérogations pour destruction d'espèces protégées. Et dans le cadre de Sainte-Soline, en fait, ce signalement et cette démarche n'a pas été faite, ça aurait dû entraîner l'arrêt du chantier. Face à ce manquement, le Conseil national de la protection de la nature s'est autosaisi du dossier et a rendu à l'époque un rapport tout à fait affligeant qui démontre par A plus B que construire une bassine, ne serait-ce que faire une butte dans une plaine, ça perturbe fortement le comportement de reproduction de cet oiseau qui est plutôt habitué à des terrains plats où ils vont se mettre sur des petits monticules pour pouvoir appeler la femelle ou délimiter leur territoire. Donc un mur, une digue de 5 mètres à 10 mètres de haut, évidemment que c'est très perturbant. Et puis l'irrigation par aspersion, par arrosage avec des canons à eau, avec des rampes à eau, stérilise à proprement parler les zones de nidification de tout oiseau de plaine. Et qu'est-ce qu'on apprend dans le cas spécifique de Saint-Sauvant? C'est que déjà Saint-Sauvant c'est un des endroits où après la reproduction, les outardes avant de partir en migration se regroupent, ce qu'on appelle des lecs sur un plan ornithologique. Un des principaux lecs de Poitou-Charentes qui accueille le plus d'individus, là je ne parle pas d'un ou deux individus, c'est des dizaines d'individus, se situe à Saint-Sauvant. Et quand on regarde dans le détail les plans d'irrigation, chaque point jaune, c'est la présence avérée, c'est une donnée d'observation d'outardes. Là, c'est pour des chiffres qui datent de septembre 2020. Et les bouts qu'on voit là, les traits qui sont tirés, en fait, c'est les réseaux. Et les points blancs sur cette carte correspondent à des nouveaux points de livraison. Nouveaux points de livraison, ça veut dire que ce sont des endroits où il n'y avait pas d'irrigation jusqu'alors et où il y aurait de l'irrigation si la bassine venait à être construite. Et d'après notre première estimation qu'on est en train de revoir un petit peu en détail, c'est plus de 150 hectares qui seraient nouvellement irrigués sur Saint-Sauvant si la bassine venait à être construite. Et donc il faut bien entendre que c'est 150 hectares potentiellement, et plus que potentiellement, favorables à l'outarde, qui seraient retirés de son domaine vital. Une fois encore, là, sur ce projet de bassine, on nous met en avant, un éleveur vient communiquer en disant qu'il a absolument besoin de la bassine pour continuer à faire de l'élevage. Nous, ce qu'on observe, c'est que l'irrigation s'est beaucoup développée en Poitou-Charentes et ça a plutôt contribué à faire disparaître l'élevage. Encore une fois, un projet de bassine qui va essentiellement profiter aux grandes cultures. Et donc, c'est bien ce qui pose souci par rapport à la ressource en eau qu'on a. On sait très bien que le stockage, malheureusement, c'est la voie qui a été proposée. Les irrigants sont installés dans ce truc-là, surtout qu'on leur a vendu la fameuse substitution. Donc la fameuse substitution, c'est de dire on a des problèmes de ressources en eau, il suffit de prélever l'hiver. Et voilà, on va résoudre ce problème-là. Le gros problème, c'est que tel que les projets sont construits, en fait, à chaque fois, on construit des bassines en fonction du volume des irrigants qui sont raccordés. Et on repart toujours de leur volume historique, qui était des volumes souvent très importants, qui datent des années 2000. Ce qui fait que les irrigants aujourd'hui n'arrivent à utiliser souvent que 50, 60%, 70% selon les années, mais souvent la moyenne, ils utilisent très peu leur volume. Là, on l'a bien vu dans l'article de presse récemment, M. Corbin dit que ça fait plusieurs années qu'il n'utilise que la moitié du volume. Sauf qu'une fois qu'il va être accordé à la bassine, il va avoir à sa disposition l'intégralité de son volume historique, ce qui va le conduire à arroser tous les ans beaucoup plus qu'avant. Donc c'est bien pour ça que nous, à la Confédération paysanne, on parle d'un accaparement de l'eau par quelques-uns qui va se faire au détriment des autres. Et là où il y a aussi un mensonge, c'est par rapport à cette fameuse institution, elle n'est pas réelle, puisque en fait les porteurs des projets des coopératives de l'eau disent ouvertement, les irrigants qui vont être connectés aux bassines prélèveront plus d'eau dans les milieux l'été, donc on aura des volumes supérieurs pour les agriculteurs qui ne sont pas connectés aux bassines, mais qui doivent aussi les financer. C'est leur seul intérêt pour eux, c'est qu'on leur dit, du fait que certains aient des bassines, il y aura plus d'eau pour les autres. Donc là, on se rend bien compte que ça, ce n'est pas de la substitution, et qu'en fait, les bassines ne vont pas vont pas permettre de diminuer les prélèvements, bien au contraire. Pour finir, le pire là-dedans, c'est que sur cette bassine de Saint-Sauvant, il y a un maraîcher qui a fait une demande pour pouvoir être connecté, et donc lui, pour pouvoir s'assurer l'eau, puisqu'il est adhérent de la COP de l'eau, et en fait, il n'a jamais eu de réponse. Puisqu'en fait, le faible volume qu'il demande, il n'y avait aucun intérêt pour eux de le connecter, puisque ça aurait coûté trop cher en raccordement. Et donc là, on voit bien que
ces bassines, ces projets de bassines ne sont pas au service de tous les agriculteurs, mais bien de quelques-uns, et en aucun cas on règle le problème de tout le monde, et en aucun cas on a pris, c'est un travail, c'est avec une vision globale du développement agricole de nos territoires. En fait, c'est quoi le problème au niveau de l'eau avec cette bassine? C'est qu'on va avoir un phénomène d'augmentation des prélèvements, mais très très important, c'est-à-dire qu'il va y avoir au minimum 2 fois la consommation en eau de la commune de Saint-Sauvant qui va être prélevée en plus. Donc ça c'est quand même énorme, avec des irrigants, les 5 raccordés, seulement 5 raccordés qui vont pouvoir prélever en moyenne 73% en plus que ce qu'ils font actuellement, en réalité, parce qu'actuellement ils sont soumis à ces fameux arrêtés sécheresse, auxquels ils ne seront plus soumis si la bassine venait à être construite. Pour le coup, il y a un 4e scandale dans le scandale, mais qu'on ne va pas expliciter là, mais qui est récurrent. C'est ces effets d'annonce, c'est le déni de démocratie, c'est la complicité des autorités qui ne sont plus garants ni de la loi, ni de l'intérêt général. On a touché 2 mots tout à l'heure avec la présence policière permanente, mais l'État triche, les représentants de l'État trichent et couvrent ce projet illégal à tous les niveaux. Et quelque chose qui aurait dû déjà en 2020 siffler la fin du match, et à l'époque on y avait vraiment cru, quand la première décision sur l'AUP et l'autorisation unique de prélèvement, c'est la règle du jeu, c'est l'État qui dit, ou des établissements publics qui vont faire une demande globale de volume pour ensuite les redistribuer à l'ensemble des irrigants du territoire. Et cette AUP pour le Marais Poitevin et l'ensemble des rivières et des bassins du Marais Poitevin, elle avait déjà été déclarée largement trop importante par rapport à ce que le milieu pouvait éventuellement fournir sans tout foutre à sec. Et que là, il y a eu une nouvelle couche avec cette décision de justice qui est tombée juste avant le village de l'eau et qui a reconfirmé ça. Et où on parle bien d'une augmentation globale des volumes d'irrigation de l'ordre de 30%. Là où déjà on était en excédent de près de 30%. Donc on marche sur la tête, hein, pour reprendre le fidèle slogan de la FNSEA. En fait, ouais, il marche vraiment sur la tête, c'est clair et net. Et en fait, ce que ça fait apparaître, et ça je pense qu'il y a un certain nombre d'irrigants qui ne l'ont pas compris, on parle chez les irrigants d'une classe qu'on appelle les malgré nous. C'est tous ces irrigants qui ont plus de 1000 mètres cubes et qui se sont retrouvés contraints et forcés de rentrer dans la COP de l'eau pour essayer de faire croire que c'est un projet coopératif, alors qu'on vient bien de voir que c'est un projet qui permet aux plus gros de sécuriser l'eau. Et en fait, il y a tout un tas d'irrigants, notamment beaucoup de maraîchers, tous les maraîchers en fait, du territoire sont concernés par ça. À la fois, on leur dit que les volumes qu'ils utilisent sont trop petits, qu'ils sont trop distants des bassines pour pouvoir bénéficier de la bassine, mais à côté de ça, ils reçoivent très régulièrement des factures pour payer un bout de travaux, un bout de surveillance, un bout d'études, etc., etc. Alors sachez que là, les retours de Sainte-Soline, par exemple, c'est que les maraîchers qui sont aux alentours, avant les bassines, payaient 7 centimes le mètre cube. Aujourd'hui, avec les bassines, alors qu'ils ne bénéficient pas de la bassine, ils payent 14 centimes le mètre cube. Et ceux qui sont connectés à la bassine, alors qu'ils payaient 7 centimes à la base, vont payer déjà au bas mot, et c'est que le début, 35 centimes le mètre cube. Alors comme ça, c'est pas évident à faire parler, mais dites-vous que la moyenne des irrigants qui sont connectés aux bassines, c'est 60 000 mètres cubes. Donc un surcoût de l'ordre de 30 centimes, et ben ça fait un surcoût sur l'entreprise pour 60 000 mètres cubes de 18 000 €. Vous imaginez pour n'importe quelle petite entreprise, quand il faut absorber une telle charge, et donc que Groupama, qui se dit le pourfendeur, le défenseur de l'agriculture, vienne enfermer et assurer un tel projet, en fait, tout simplement, Groupama contribue à serrer un peu plus fort la corde autour du cou des irrigants. Et donc, on espère, on appelle de nos voeux à ce que les irrigants qui ne sont pas connectés à ces malgré nous, à se soulever, parce qu'aujourd'hui, si ça continue comme ça, ils vont être vraiment les dindons ou les outards de la farce, puisque finalement, ce qui va se retrouver avec l'AUP, si elle est appliquée, c'est que finalement, il n'y aura plus que des volumes pour remplir les bassines. Et tous ceux qui ne sont pas connectés aux bassines seront tributaires des arrêtés préfectoraux et n'auront plus de volume d'eau, en réalité. On a bien entendu que la COP de l'eau communiquait sur le fait que le démarrage de Saint-Sauvant, c'était pas tout de suite. Alors il serait utile que des journalistes ou que des gens bien placés sachent pourquoi ils reculent de quelques semaines ou quelques mois, qu'est-ce qui coince. Parce que, pour le dire et le redire, nous on s'est juste tablé sur leur propre agenda et leurs propres effets d'annonce. Reprenons les citations de Boudot à l'entrée de l'été. Ils annonçaient bien un démarrage de Saint-Sauvant au mois de septembre.
dans la commission d'évaluation et de surveillance, qui est l'organisme qui surveille les bassines et leur mise en place, le programme, c'était bien 1er septembre. Donc nous, on le positive au niveau de BNM, ça nous laisse 3 mois, 2 mois, 3 mois pour mettre le SBUL maximum et mettre toute notre énergie pour qu'en fait, la bassine des Pannes, ce soit la dernière qui ait vu le jour sur notre territoire, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bassine à Saint-Sauvant, ni à Saint-Sauvant, ni ailleurs.